Alors pour ce pré-congrès numérique 2021, puisque c'est la première fois que le CNARU participe à un pré-congrès et surtout en plus en numérique, je me suis posé la question de ce que la RUGEN pouvait présenter comme sujet. Il me semblait intéressant d'aborder un sujet très ZAN, puisqu'il faut être ZAN. ZAN, c'est zéro artificialisation nette pour ceux qui ne le savent pas éventuellement. En questionnant Emmanuel Wramser sur le sujet qu'on pouvait aborder, il m'a dit « Ah écoute, on pourrait faire un sujet sur les friches industrielles, la reconversion des friches industrielles. » Et là, effectivement, on touche énormément de sujets, notamment réglementaires et autres. Et il me semblait intéressant de présenter le géomètre expert sous un autre angle que le topographe ou l'expert foncier et d'avoir un rôle vraiment d'AMO dans ce genre d'opération. Donc AMO, assistant maître d'ouvrage. Pour traiter ce sujet assez vaste, en fait, en quelques minutes, ce qui est assez compliqué, on s'est dit qu'il fallait inviter un géomètre expert qui avait déjà une expérience et qui pouvait nous en faire part, un notaire pour les mêmes raisons, et puis inviter également sa consoeur Mylène Luciana, qui est une avocate au barreau de Lyon et donc spécialisée dans ce sujet. Donc vous verrez donc alternativement Emmanuel Wramser en fait introduire ce sujet-là, et puis Jean-François Morel, donc géomètre expert dans les Hauts-de-France, et puis Franck Beauvallot, notaire associé à Lille. Voilà, donc c'est un sujet assez ardu, mais je pense que c'est vraiment un sujet d'avenir dans lequel le géomètre expert a sa place. Je vous souhaite un bon visionnage et une bonne continuation. À bientôt. Bonjour à tous, nous allons vous parler des friches, qui est un sujet d'actualité, qui est un sujet important pour l'aménagement urbain, j'y reviendrai, et qui représente à mon sens un enjeu économique très important pour les géomètres. Alors qu'est-ce que c'est qu'une friche pour commencer, pour qu'on parte sur un vocabulaire commun? On pourrait définir une friche comme un terrain qui a fait l'objet d'une occupation humaine en général assez longue, qui a été laissée à l'abandon par ses occupants, ses propriétaires, les exploitants d'une usine. Bref, un terrain qui aujourd'hui forme une verrue dans la ville ou dans sa proximité. Et elles prennent un intérêt actuel nouveau à un moment précis, c'est quand un opérateur public ou un aménageur privé décide de les réaménager pour créer de nouvelles activités industrielles, commerciales, d'habitation, voire de loisirs. On ne va pas parler des friches agricoles, donc on va juste limiter le discours, notre échange, aux friches industrielles et aux friches commerciales qui revêtent en fait les mêmes contraintes. Les friches aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est un enjeu urbain? Parce que vous avez tous entendu parler, ça va toucher votre activité en plein, du zéro artificialisation nette, le ZAN. C'est un objectif du gouvernement, un objectif affiché, mais qui amène la nécessité de revaloriser des terrains, de reconstruire la ville sur la ville, et en tout cas sur des terrains dans lesquels il y avait de l'industrie et ou du commerce, et où on veut réinstaller de l'industrie, relancer une activité industrielle ou une activité de logement ou de loisirs éventuellement. Ça me semble utile et c'est pour ça que le CNARU nous a proposé ce sujet, parce que c'est un enjeu économique assez évident. Dans les opérations de reconquête de friches, le rôle du géomètre comme opérateur foncier, dans le cadre de l'opération foncière elle-même, est classique, est connu, et il est évident. Vous avez naturellement une place incontournable, pour le dire autrement. Mais il y a des spécificités de ce sujet dont vous pouvez vous saisir, non pas comme simple, je le dis sans mépris, mesureur ou planteur de piquets, mais bien comme acteurs centraux de l'opération. Donc les géomètres, à mon sens, peuvent vraiment revendiquer une large place dans le processus, depuis le rôle d'assistant des maîtres d'ouvrage jusqu'à la maîtrise d'œuvre, notamment pour les réalisations d'études environnementales quand votre cabinet en est doté. C'est indéniablement une façon de se positionner dans une politique forte de l'État, une politique très volontariste de reconquête. Et on va le voir, il y a des outils qui ont été créés, le dispositif du tiers demandeur, le dispositif des sites clés en main, puisque depuis juillet dernier, 78 sites clés en main ont été proposés pour des aménageurs ou pour des industriels. Ils sont identifiés et près de la moitié d'entre eux sont
des sites qui constituent d'anciennes friches. Donc vous comprenez là tout l'intérêt éventuel pour votre profession, et c'est surtout ça dont on va essayer de vous convaincre dans cet exposé, sachant que si votre profession ne s'en saisit pas, d'autres que vous le feront. Je vous rappelle la douleur qu'a représentée pour la profession des géomètres experts la prise en charge du PAP dans les lotissements par les architectes. Alors pour ce faire, j'aurai à mes côtés Mylène Luciana, avocate au barreau de Lyon, qui vous présentera la mise en œuvre d'un outil original pour financer la dépollution des sols. Il s'agit du tiers demandeur. J'aurai aussi Franck Beauvallon, notaire à Lille, et il vous dira que dans les opérations de ce type, le géomètre est l'œil des parties sur le terrain. C'est l'expression qu'il m'a soufflé à l'oreille. On verra Jean-François Morel, qui est un de vos confrères, géomètre expert aussi à Lille, qui vous fera part de sa propre expérience dans la reconquête de friches, dont son département est largement pourvu. Et puis je vais commencer comme un clin d'œil à l'expression de Maître Beauvallon. Si vous êtes l'œil du notaire, vous êtes aussi les bottes des parties dans ce type de dossier d'aménagement. Alors, puisque j'ai présenté les autres intervenants, à mon tour, je m'appelle Emmanuel Wormser, je suis avocat au barreau de Lyon, je travaille avec votre profession depuis une quinzaine d'années maintenant, et j'anime avec l'atelier d'urbanisme Méditerranée et son président, Pascal Chargelec, qui a proposé ce sujet, le forum Atelier GE, auquel nombre d'entre vous sont abonnés via le CNARU. Alors les géomètres sont des hommes de terrain. Ça peut sembler bizarre de le rappeler, mais vous insistez même sur votre carte de vœux sur le sujet, donc je n'ai pas de difficulté à en parler. Et ça peut vous sembler stupide de le rappeler, mais ici c'est indispensable, parce qu'une opération de reconquête de friches, c'est une opération lourde, qui implique des opérateurs publics, des aménageurs privés, des bureaux d'études plus ou moins spécialisés, des entreprises de travaux. Et tous ces interlocuteurs, vous avez l'habitude de les croiser, vous avez l'habitude de travailler avec eux dans des opérations parfois beaucoup plus simples comme celle d'un aménagement de lotissement, mais ce sont des entreprises que vous connaissez. Vous savez comment elles fonctionnent et des acteurs que vous connaissez. Vous savez quelles sont leurs contraintes, vous savez quels sont leurs calendriers, vous savez quels sont les enjeux financiers pour chacun, et donc vous avez une expérience générale qui vous permet d'être au nombre de ceux qui sont souvent les pieds dans la gadoue, ce que les notaires et les avocats font rarement, et d'autre part, vous connaissez le territoire et son histoire. Or, en matière d'environnement, c'est un atout très important quand on s'intéresse aux friches, pour une raison toute bête. Non seulement l'environnement a de la mémoire, mais en plus la nature a horreur du vide. Ça peut vous sembler anodin de le dire comme ça, mais pour moi, ça résume en 2 petits morceaux de phrase tout l'enjeu qu'on a dans le réaménagement des friches, vu en tout cas du côté de la législation environnementale. Et ce sont les enjeux qu'il va falloir prendre en compte, parfois les obstacles qu'il va falloir surmonter pour réaménager une friche. Alors, l'environnement a de la mémoire, et l'environnement a de la mémoire à plusieurs échelles. Il faut le comprendre, vous le savez parfaitement, que la mise en œuvre d'un aménagement doit tenir compte des caractéristiques environnementales d'un secteur. Ces caractéristiques, sur une très longue échelle de temps, les caractéristiques géologiques, l'hydrographie, la pédologie, ce sont des sciences que vous maniez régulièrement. Et vous savez que l'aménagement d'un secteur est susceptible d'avoir des incidences notables sur ces compartiments en matière de législation environnementale, notamment s'agissant de la loi sur l'eau, que vous pratiquez régulièrement, de gestion des eaux pluviales, quand il va s'agir d'évacuer les eaux pluviales, par exemple. Alors, plus spécifiquement, au-delà de la mémoire sur le très long terme, on a une mémoire purement historique qui est liée à l'occupation antérieure de la friche, et cette mémoire, c'est une mémoire anthropique, en fait, des lieux, et qui, en matière de friche, tient une place très importante, puisque, en fonction de l'occupation des lieux, les sols peuvent avoir été pollués, on peut avoir besoin de dépolluer en fonction notamment des occupations précédentes et des occupations futures, puisqu'on va adapter les dépollutions à l'occupation future. On peut avoir des installations à démonter, qui elles-mêmes peuvent être polluantes et nécessiter des modalités de travaux spécifiques, des amiantages, travail sous cloche en cas de présence de composés volatiles, et ainsi de suite. La nature horreur du vide, en fait, il faut le comprendre que, et très peu d'opérateurs, de grands opérateurs le mesurent vraiment bien,
lorsqu'ils s'engagent dans ce type de projet, c'est que toute interruption d'une activité humaine dans un secteur fait que la nature reprend ses droits. Elle se réinstalle. Et l'arrêt des activités anthropiques laisse la place notamment à des espèces végétales, animales qui se développent, qui s'installent extrêmement rapidement et qui, pour certaines, vont être protégées. Et pour autant, elles sont très peu sensibles à l'existence éventuelle de pollution. Dans l'actualité, je vais juste vous rappeler ce qui s'est passé pendant le premier confinement, en 2020, où vous vous souvenez qu'on a vu réapparaître des espèces sauvages qui se sont venues à proximité des habitations. Eh bien, en matière de friche, c'est exactement la même chose. Dès qu'un secteur est abandonné, dès qu'il y a moins de présence humaine, on a des espèces animales qui s'installent. Un projet de reconquête de friche va faire systématiquement l'objet d'une évaluation environnementale, avec tout ce qui suit, participation du public, et ainsi de suite. Tout simplement parce que les seuils de l'annexe qui est de l'article R122.2 du Code de l'environnement font qu'à partir d'une certaine superficie, là c'est la rubrique 39 en l'occurrence, une certaine superficie d'aménagement, on va être soumis à évaluation environnementale. Donc, en plus, on aura très souvent une autorisation environnementale qui va permettre de regrouper tout ce qui relèvera de la législation des installations classées futures et le régime des espèces protégées et la législation de l'eau et ainsi de suite. Donc, on va avoir une législation environnementale qui va intervenir de façon directe et presque dès le début de l'opération. Sachant ça, moi je suis allé lire les avis des autorités environnementales sur de tels aménagements. Ils sont extrêmement riches d'enseignements. Je vous invite vivement, le jour où vous allez travailler sur un dossier comme celui-là, à aller les lire. Ils sont disponibles sur les sites des missions régionales d'autorité environnementale, les sites web, ou de l'AE nationale. Et l'AE nationale a d'ailleurs produit une note de synthèse sur les AC et les aménagements qui est tout à fait riche d'enseignements sur ces questions. Qu'est-ce que j'ai relevé en fait dans ces avis d'autorité environnementale sur les évaluations environnementales et sur la prise en compte de l'environnement dans les projets? Ce qu'on constate, c'est qu'on a très souvent une insuffisance dans la présentation de l'état initial du terrain. En termes de pollution des sols, il s'agit de pollution accidentelle ou de pollution chronique pendant toute la durée d'une exploitation. En termes de présence de nappes d'eau et de leur qualification, ce sont des eaux polluées, est-ce que ce sont des eaux précieuses? Est-ce qu'on a des nappes d'eau potable à proximité qui vont nécessiter des protections au moment des travaux? En termes de présence de zones humides, en termes de biodiversité, je vous l'ai dit, avec la présence fréquente d'espèces protégées, mais aussi en termes d'exposition à des risques naturels. Pourquoi? Parce que les friches, industrielles notamment, font suite à des exploitations qui ont été réalisées à une époque où on était parfois moins attentif, par exemple au risque d'inondation. Aujourd'hui, on ne peut plus faire les mêmes choses au même endroit si la zone est déclarée inondable. Et donc cette appréciation des risques est souvent lacunaire dans les études qui ont été réalisées pour avant aménagement des friches. Également, même si un aménagement est présenté comme a priori vertueux, on dit toujours oui, on reconquiert cette friche, donc ça sera mieux après. Ça, ce sont les promoteurs du projet qui l'annoncent. Il ne faut pas oublier que précisément à la suite de l'état initial, en fonction de l'occupation future du site, des mesures d'évitement, de réduction, de compensation des atteintes environnementales sont souvent nécessaires pour que l'effet soit effectivement vertueux. Il va falloir les présenter. Quand elles sont identifiées dès le départ, elles éviteront des dérives économiques qui apparaîtront en cours de réalisation du projet, c'est-à-dire pas au stade du démontage initial ou de l'extraction des sols, mais qui apparaîtront après quand on voudra réaliser le projet. Et ces dérives économiques peuvent obérer complètement la réalisation effective du projet ou le retarder. Alors, à titre d'exemple, je vais pouvoir vous parler en fait de trois sujets. Le premier, c'est les sanatoriums, d'anciens sanatoriums qui étaient devenus des centres de rééducation fonctionnelle à Saint-Hilaire-du-Touvet. C'est juste au-dessus de chez moi, en Isère. Et en fait, on a abandonné ces bâtiments pendant très longtemps. La démolition effective des bâtiments a été tardive. Et ce qu'on a découvert au moment où les grues sont arrivées, c'est que les bâtiments abandonnés étaient devenus de magnifiques nichoirs aux chauves-souris. Et donc il a fallu mettre en place des mesures compensatoires pour ces habitats de chauves-souris qu'on allait démolir. Le coût évidemment de l'opération a été modifié, puisque là en plus c'était une opération juste de démolition et de renaturation du site. Donc là on a eu un coût élevé pour une simple démolition parce qu'on a attendu au moment de avant de faire la démolition, lorsque le site a été abandonné. Alors, autre exemple, toujours en Isère, et toujours pas très loin de chez moi, c'est un ancien site de papeterie à Pontcharrat.
Et on a découvert très tardivement que ces beaux bâtiments qui étaient abandonnés depuis 10 ans, en fait, étaient situés dans la zone inondable de l'Isère, mais en fait dans le lit de l'Isère, et qu'il abritait une zone humide absolument remarquable, qui était certes complètement polluée par les résidus de l'industrie papetière, mais qui jouait un rôle important en matière de rétention des eaux en cas de crue de l'Isère, et donc qui avait une incidence importante sur la protection des zones situées à l'aval. Les friches sont souvent installées en ville, et au fil du temps, l'urbanisation a poussé autour de l'installation, autour de la friche. Cette friche, ce terrain qui a été progressivement abandonné, forme parfois une verrue en pleine ville. Alors, le cas le plus connu, vous l'avez vu, vous en avez entendu parler, c'est la friche de l'usine AZF. Vous savez, cette usine qui a eu la gentillesse d'exploser à Toulouse. Partout autour, c'était bâti. Aujourd'hui, c'est une zone industrielle abandonnée en pleine ville. Alors, dans ces cas-là, il faudra non seulement prendre en compte la présence humaine en termes de déplacement, trafic, accessibilité, en transport en commun, nuisance de proximité des aménagements, bruit, vibration, qualité de l'air, pollution lumineuse, qualité de vie, architecture, aspect paysager, les vues, les îlots de chaleur, la végétalisation, l'accès aux ressources, est-ce qu'on a assez d'eau potable pour aménager des logements à cet endroit-là, l'assainissement, l'énergie, les déchets, ça c'est quand la zone est terminée, quand elle est faite. Mais la question va aussi se poser en phase travaux. Et ça aussi, c'est quelque chose dont on remarque que c'est très souvent oublié par les opérateurs. En phase travaux, on va avoir exactement les mêmes contraintes parce qu'on a des habitants à proximité. Est-ce que les travaux vont provoquer des gênes, des nuisances en termes de transport, d'évacuation des déchets, des terres excavées? Tout cela doit être pris en compte dans les évaluations environnementales et on constate que c'est très souvent absent. Vous savez tout ça parce que vous le faites régulièrement dans vos propres opérations d'aménagement hors friche. Eh bien, tout cela, il faut vraiment le prendre en compte de façon très forte dans les études que vous êtes amenés à faire pour le réaménagement de friche. Alors, un dernier point que j'ai noté, qui est lié en fait à l'acceptabilité du projet, qui est une vraie question, puisque qui dit évaluation environnementale dit consultation du public, concertation, enquête publique, ainsi de suite. En fait, c'est les questions patrimoniales, du patrimoine historique local. Je vais vous donner un exemple tout simple, qui est le démontage des carreaux de mine dans le nord de la France, où on s'est rendu compte qu'en fait, les carreaux de mine qu'on démontait, les puits qu'on démontait, il fallait laisser une trace historique pour les gens du coin, les gens du cru, tout simplement parce que c'était très douloureux pour eux de voir s'effondrer leur histoire familiale. Et donc, le maintien parfois d'installations ou de traces du passé, de témoins mémoriels des installations industrielles peut être un critère important de l'acceptabilité. Cela, en tant que géomètre, vous le savez aussi quand vous réalisez des aménagements, l'acceptabilité, ça passe aussi par la prise en compte des attentes du voisinage qui parfois ne sont pas des attentes techniques, mais peuvent être des attentes paysagères, des attentes entre guillemets molles, historiques, qu'il faut prendre en compte. Alors pour les sites clés en main, c'est donc cet outil qui est largement mis en avant par le gouvernement. Moi j'ai une alerte à formuler. Les sites clés en main font qu'en général la puissance publique a pris en charge l'organisation des études de l'état initial des lieux et parfois les travaux de démontage, les travaux de dépollution et de sécurisation du site. Elle a choisi quel type d'aménagement allait se faire dans ce secteur. Pour autant, c'est parfois insuffisant pour permettre de s'abstraire des conséquences du projet en matière environnementale. Et c'est une des craintes que j'ai moi sur les sites clés en main, c'est que même si on a mobilisé la procédure du tiers demandeur dont on va vous parler juste après, qu'on a dépollué les sols pour une fin précise, il va falloir systématiquement, à mon sens, prendre en compte les incidences propres des projets individuels qui vont s'installer sur la zone pour éventuellement prévoir une actualisation des évaluations environnementales réalisées. Parce que sinon, votre évaluation, il manque un paquet. Vous avez l'état initial, vous avez des mesures ERC qui sont présentées, éviter, réduire, compenser, mais il vous manque les incidences effectives des projets sur l'environnement. Alors, j'en ai fini pour ma partie. En tant que géomètre expert, vous connaissez toutes ces questions parce que vous y êtes confronté dans des opérations parfois bien plus modestes, avec des enjeux de même nature, à défaut d'être de même ampleur. Vous avez donc, à mon sens, toute compétence pour intervenir comme assistant maître d'ouvrage, que vous soyez ou non doté de bureau d'études. Votre connaissance globale des projets d'aménagement vous permet de diriger les équipes spécialisées qui interviennent, comme vous le faites dans des opérations classiques. Une fois encore, si vous ne vous positionnez pas sur ce créneau,
d'autres le feront à votre place. Alors, à vous de vous saisir de cette opportunité. Le tiers demandeur ou le dispositif du tiers intéressé est un outil juridique qui peut être utilisé sur des anciennes ICPE qui vont être mises à l'arrêt de manière définitive. C'est un outil juridique qui peut être utilisé en présence d'un dernier exploitant de cette ICPE connu, présent, existant, mais également en l'absence de dernier exploitant connu, c'est-à-dire pour des sites abandonnés. Le plus simple pour savoir si le terrain en question est une ancienne ICPE et peut à ce titre faire l'objet de dispositifs du tiers demandeur, c'est de consulter la base de données GeoRisque qui est disponible sur Internet en libre accès. L'outil du tiers demandeur, c'est un outil juridique, il est donc facultatif, les parties peuvent choisir de l'utiliser ou non. C'est un dispositif par lequel un tiers va se substituer au dernier exploitant ICPE ou, en l'absence de dernier exploitant, va assumer les obligations équivalentes vis-à-vis de la préfecture pour les obligations de dépollution liées à la législation environnement. Le dispositif du tiers demandeur est adapté pour des terrains qui présentent un intérêt pour les tiers, c'est-à-dire des terrains que l'on souhaiterait de toute façon aménager et acquérir. Il y a deux manières de gérer un risque, mais en tant qu'avocat, on considère que ce n'est pas en niant l'existence de ce risque qu'on va le gérer, mais plutôt en cherchant à le circonscrire et à sécuriser l'opération. Donc le risque lié à l'ICPE ancienne existe. Le dispositif du tiers demandeur permet au tiers intéressé, qui de toute façon voudra acquérir ou aménager cette friche, de sécuriser son intervention, ses responsabilités et ses coûts vis-à-vis notamment de la préfecture qui est l'administration qui assure cette police. Les avantages pour le tiers demandeur sont de trois ordres. Le premier tient à la maîtrise des délais, donc à l'efficacité, à la rapidité que présente cette procédure. Le deuxième tient à la maîtrise des responsabilités et le troisième qui en découle tient à la maîtrise des coûts. Du point de vue de l'efficacité et de la rapidité, les avantages sont de deux ordres principaux. Le premier est que le tiers demandeur va pouvoir être légitime vis-à-vis de la préfecture puisqu'il va devenir l'interlocuteur direct de la préfecture, alors que dans le dispositif classique, le dernier exploitant assure un peu la courroie de transmission, alors que derrière, c'est le tiers ménageur qui réalise les opérations. Deuxième aspect lié à l'efficacité, il tient au fait que les opérations de dépollution, au lieu d'être séquencées et de se faire en deux temps, où le dernier exploitant dépollue jusqu'à dernier usage d'exploitation, généralement industriel, et ensuite le tiers demandeur prend le relais pour dépolluer jusqu'à l'usage futur, on va avoir des opérations de dépollution qui vont être optimisées en réalisant directement une dépollution usage futur. Le deuxième avantage tient à la maîtrise des responsabilités. Le dispositif, l'outil juridique, permet au tiers demandeur de proposer au préfet un projet d'aménagement et des opérations de dépollution qui lui sont liées. Le tiers demandeur s'engage uniquement sur les opérations qui ont été contractualisées et qui figurent dans l'arrêté. Ce qui n'est pas prévu reste à la charge du dernier exploitant ICPE et en cas de découverte de pollution nouvelle, le tiers demandeur n'est pas nécessairement obligé de les prendre en charge. De là découle le troisième avantage, la maîtrise des coûts. Une dépollution à la carte permet au tiers demandeur de négocier un prix d'achat qui tienne compte des coûts qu'il va engager, incite les parties à avoir une meilleure connaissance du terrain en amont et, in fine, de trouver la réelle économie d'un terrain, c'est-à-dire le juste milieu entre sa valeur foncière, le coût des opérations de dépollution, le meilleur type d'aménagement qu'on est susceptible de proposer, par exemple, en termes à la fois d'usage futur, mais également de présence et de localisation des pollutions sur le terrain. La maîtrise du rétroplanning. Dans une opération de tiers demandeur, on a trois aspects à articuler. Le premier, c'est l'achat, la procédure de vente du terrain.
Le deuxième, c'est l'obtention des autorisations administratives, permis de construire, permis d'aménager. Et le troisième, c'est la procédure de tiers demandeur à l'égard de la préfecture. De fait, par rapport à un achat classique, on va avoir un délai entre la promesse de vente et la vente qui va être bien supérieur au délai classique de 3 mois parce que les parties vont, dans cet intervalle, vont conditionner en fait la vente à l'aboutissement de la procédure de tiers demandeur. Néanmoins, ce temps plus important sera ensuite rattrapé dans le cadre des opérations de dépollution. C'est un outil qui peut être particulièrement adapté pour les terrains qui peuvent représenter une valeur négative dans le bilan des derniers exploitants, c'est-à-dire que le coût de la dépollution serait supérieur à la valeur vénale du terrain et qui, par ailleurs, sont susceptibles d'intéresser des aménageurs du fait de leur localisation et de caractéristiques d'environnement de ces terrains. C'est un dispositif qui est gagnant-gagnant puisque le dernier exploitant peut se délester d'un terrain qui représenterait une charge dans son bilan et l'acquéreur, tiers demandeur, peut être assuré que le coût qu'il va engager est pris en compte de manière globale dans l'opération. Bon, bonjour Franck. Bonjour Jean-François. Content de mener cette discussion à deux voix autour de la question des friches, du réaménagement des friches et des enjeux pour le géomètre, mais aussi pour le notaire. Et donc je voulais, on peut démarrer cet échange et cet entretien en se questionnant d'abord sur quel est ton rôle, toi, en tant que notaire, dans l'aménagement des friches. Alors effectivement, moi je suis notaire spécialisé sur les friches et je suis amené à travailler pour des sociétés d'aménagement public qui sont bien souvent chargées d'aménager ces espaces de friches industrielles. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, on est quand même assez servi, il y en a quand même beaucoup. Donc pour moi, les enjeux sur ces friches particulièrement, c'est les enjeux de pollution ou de résidus de construction, par exemple, qu'il va falloir traiter. Ok, et du coup, j'imagine que tu travailles avec des géomètres, on travaille ensemble dans quelques sujets, tu travailles donc avec des géomètres. Oui. Et pourquoi et dans quel cadre? Oui, effectivement, donc nous, dans ce cadre-là, on fait appel à beaucoup de géomètres, puisque on va leur demander de pouvoir faire les relevés des terrains, un peu la mission traditionnelle du géomètre, les relevés parcellaires, les relevés d'altimétrie, l'établissement des documents d'arpentage qui permettent donc de découper les parcelles, la préparation d'un plan de vente dans le cadre d'une vente immobilière réalisée par cet aménageur qui nous charge d'établir cette vente. Ok. Alors ça, on va également demander au géomètre parfois de réaliser souvent un bornage. Bien que dans ces friches, on a beaucoup de terrains qui bordent des espaces publics, donc on a beaucoup de questions aussi d'alignement, mais il peut y avoir ici et là des propriétaires privés qui bordent ces terrains et on a besoin d'un procès-verbal de bornage, ce qui fait partie effectivement des missions traditionnelles du géomètre. Oui, alors là tu donnais un certain nombre de missions effectivement plus traditionnelles peut-être du géomètre, mais quelle spécificité pour le géomètre dans les friches? Parce qu'on est sur des terrains particuliers et donc j'imagine que tu vois des spécificités et quand tu fais appel à un géomètre, tu attends lui des choses particulières sur les friches. Oui, tout à fait, tu as raison. Le géomètre, pour moi, dans le traitement de l'aménagement d'une friche industrielle, a vraiment une mission tout à fait particulière, puisque ça va être l'œil du notaire que je suis et des parties, évidemment, puisqu'on va attendre du géomètre sur les friches d'avoir vraiment la possibilité de voir l'ensemble des problématiques qui vont se poser et que je vais ensuite, moi, devoir traduire juridiquement dans l'acte de vente. Et c'est beaucoup plus prégnant sur une friche industrielle que sur une vente classique de mobilier ou de terrain hors friche, si je puis dire. Donc c'est vraiment cette notion d'œil d'une partie que représente le géomètre qui est importante.
Donc ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire qu'il va falloir que le géomètre puisse anticiper toutes les problématiques qui vont se poser et relever toutes les contraintes qui peuvent s'appliquer sur un terrain. Alors ça peut être des contraintes techniques, d'altimétrie, de pollution, pouvoir identifier les poches de pollution, des contraintes liées à des servitudes qui n'existent pas encore au moment où on est au stade de la promesse, mais qui, compte tenu des documents techniques qu'on peut trouver dans des zones d'aménagement concerté, par exemple, de prescriptions techniques, architecturales ou paysagères, de pouvoir les traduire sur le plan en termes de servitude. Servitude, par exemple, pour laisser un corridor écologique, c'est assez à la mode dans les zones d'aménagement. Le traduire et traduire sur un plan les conséquences que ça peut avoir pour le futur acquéreur. Okay. Et dans ce cadre-là, si tu veux, le géomètre va avoir un rôle évolutif. Parce qu'évidemment, le but, c'est d'avoir un plan parcellaire qu'on va pouvoir venir annexer à la vente définitive. Mais avant d'arriver à cette vente définitive, on a d'abord une promesse dans laquelle l'aménageur-vendeur prend un certain nombre d'engagements pour la réalisation de plusieurs travaux sur le terrain qui est vendu, des travaux de démolition par exemple, de bâtiments existants qu'on doit plus donc retrouver sur le plan final de vente. Donc c'est pour ça que le géomètre a un rôle vraiment d'anticipation. C'est pas forcément un relevé du terrain au moment de la promesse qu'on attend de lui, mais le relevé du terrain tel qu'il sera, dans l'état dans lequel il sera livré à l'acquéreur. Donc, alors, évidemment pas encore avec les numéros de parcelles définitifs, ça à la rigueur c'est l'accessoire, c'est dans le cadre du document d'implantage qui vient vraiment à la fin, tout à la fin du travail, mais de pouvoir anticiper les zones qui seront démolies, les zones qui seront déboisées, les zones qui seront traitées au titre de la pollution, ou les zones qui devront être traitées par l'acquéreur après la vente immobilière. On va également parfois demander au géomètre de bien pouvoir visualiser les problématiques de domanialité publique que l'on peut rencontrer dans ce type de dossier, puisque à l'origine du réaménagement de ces friches industrielles, on a beaucoup de personnes publiques, de communautés d'agglomération, de communautés urbaines, qui parfois sans le savoir, devenant propriétaires de ce foncier, peuvent donc devenir propriétaires d'espaces qui sont de fait devenus publics par leur acquisition, puisque pour que ça soit public, il faut à la fois que ça soit détenu par une personne publique et affecté à l'usage direct du public. Donc par exemple, un simple trottoir qui déborderait sur la parcelle qui est vendue, à un moment ça devient donc de l'espace public. Et donc il faut sortir cet espace public du plan de vente de la parcelle vendue. Et là, il n'y a que le géomètre, en allant sur place, qui va pouvoir nous indiquer qu'il y a un problème de domanialité publique. Ok. Alors c'est vrai que la force publique est en général très présente dans les aménagements de ces friches, c'est clair. Et alors, tu parlais donc du rôle du géomètre qui doit anticiper l'évolution et finalement faire un plan, j'ai presque envie de dire multicouche, quoi. On est quasiment dans un système d'information géographique de différentes informations pour pouvoir donner un état des lieux. Mais je pense que tu as aussi un regard assez acerbe et vigilant sur la conséquence du travail du géomètre après la vente, et qu'est-ce que finalement ce travail de géomètre, comment il vit après, et quels sont les... Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'en fait, c'est un rôle collaboratif entre le géomètre et le notaire pour aboutir justement à ce plan de vente final pendant toute la phase de promesse. Donc, vous êtes assez habitués, les géomètres, à établir plusieurs plans. Parfois, on a le plan indicé H, J au moment de la vente. Ça prouve bien qu'il y a eu déjà un travail évolutif de prise en compte justement de toutes ces contraintes pendant la phase de la promesse. Parce qu'au moment où on se retrouve à la fin, de la signature de la vente définitive, là, normalement, l'intervention du géomètre est terminée. Mais les conséquences de ce qui est indiqué sur le plan doivent bien être encadrées dans le cadre de la vente définitive. Il y a des éléments qui figurent sur ce plan qui, on pourrait les assimiler à une obligation de résultat. Par exemple, l'acheteur pour un terrain, la délimitation de son terrain, on doit lui donner la certitude de la délimitation de son terrain. Par contre, pour l'identification, par exemple, de poches de pollution restantes à traiter, ce qui est indiqué par le géomètre sur le plan, sur l'indication de cette poche, n'a pas forcément une vérité absolue, n'est pas forcément une obligation de résultat. Je
je dirais plus que c'est une obligation de moyens. Donc nous, on doit traduire dans l'acte, dans les différentes clauses, notamment de pollution, qui sont très présentes dans ces problématiques de réaménagement de friches. Ce qu'on a voulu dire, quelle est la responsabilité qui est attachée aux indications qui figurent sur le plan. Donc, à partir du moment où c'est juste à titre informatif que l'on va indiquer l'emplacement de poches de pollution restant à traiter, la responsabilité du géomètre me semble réduite sur ce point-là. Alors après, je passe évidemment les éventuelles erreurs qu'il pourrait y avoir dans les alignements ou autres par rapport aux constructions qui pourraient venir après par l'acquéreur sur ce terrain, des conséquences évidemment qui seraient très dommageables. Mais on évite que ça arrive. On voit dans ce petit dialogue qu'on vient d'avoir l'importance de la collaboration notaire-géomètre, mais surtout l'importance de cette problématique de friche. Et en fait, ça ne va ne faire que grandir dans les années à venir. Il y a donc une circulaire de juillet 2019 qui pose un certain nombre de principes sur le zéro artificialisation nette. Et cette circulaire, clairement, vise à réduire l'impact des projets d'aménagement sur les zones naturelles et donc à se tourner de plus en plus vers les friches ou les espaces vacants. Alors ce travail qui est en cours depuis juillet 2019 est en train de se concrétiser dans un projet de loi. Les termes ont un peu changé, on parle de sobriété foncière. Mais le fond est le même, c'est se tourner un peu plus vers les terrains anciennement occupés pour les renouveler, les densifier, et puis un peu moins vers les espaces naturels. Alors les géomètres experts se sont saisis de cette question depuis le mois de juillet, et notamment la commission urbanisme, pour rédiger un manifeste des intentions des géomètres experts sur cette question des friches, et accompagner l'écriture de cette loi. Sachant que ce manifeste, il a deux objectifs. D'abord, d'essayer de passer d'une vision quantitative, purement quantitative, à une vision plus qualitative de l'aménagement sur les zones naturelles et les zones en friche. Et puis, surtout, d'essayer de contextualiser le maximum possible la question de l'artificialisation nette. Parce que tous les territoires ne sont pas soumis à la même enseigne. On parlait tout à l'heure dans notre échange de la région de France sur lequel il y a beaucoup d'anciennes friches, beaucoup de friches existantes et donc beaucoup d'opportunités d'aménagement. Il y a des territoires où ces opportunités sont bien plus réduites et où un jeu d'équilibre un peu différent doit se trouver. C'est tout le travail qu'on essaye de mener là au sein des groupes dans les ministères pour faire évoluer la loi ou en tout cas prendre en compte ces spécificités. Donc, les friches, il faut s'y intéresser dans l'avenir, c'est essentiel, qu'elles soient urbaines, industrielles ou commerciales. Il va y en avoir probablement, il y en a de plus en plus et on va surtout devoir se reporter sur ces terrains de plus en plus. Alors Jean-François, c'était, merci, très très clair, très instructif pour moi, notaire, mais du coup, pour le géomètre expert que tu es, comment t'intéresser à la problématique de ces friches? Quels sont les moyens que tu peux mettre en place, que les géomètres peuvent mettre en place pour pouvoir justement s'intéresser au traitement de ces friches et à leur aménagement? Écoute, ce qui est très particulier sur les friches industrielles, c'est qu'on a vraiment une complexité accrue qui est due au terrain, qui est due au contexte. On a des fois des terrains qui sont abandonnés depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Les propriétaires d'ailleurs ne sont pas là, ils sont peut-être à l'autre bout du monde parce que ça fait partie peut-être de patrimoine qui a été racheté parmi d'autres patrimoines. Et donc finalement le métier du géomètre expert peut s'exercer à plein dans ces contextes-là parce qu'il peut intervenir à la fois avec sa vision un peu juridique sur la question du foncier, des servitudes, sur les études environnementales. Il peut intervenir avec ses compétences techniques sur la question de l'état des lieux. Tu en parlais tout à l'heure, l'importance de bien connaître le sol sur lequel on se pose et de superposer toutes ces couches là entre ce qu'il y a en dessous, les bâtiments conservés, les réseaux, les enjeux de pollution. Et puis, il peut aussi exercer toutes ces missions d'accompagnement des projets dans les études urbaines, qu'elles soient opérationnelles ou réglementaires.
dans les études VRD, dans les études environnementales. Donc tout le panel du métier du géomètre expert peut s'exercer sur ce type de projet. Et donc on peut effectivement, on est vraiment légitime pour s'y intéresser. Et puis j'ai presque dire qu'on pourrait même en amont contribuer à leur recensement. On est dans tout le territoire, on connaît les terrains sur lesquels on travaille, et donc participer activement au recensement des friches pour ensuite les proposer à l'aménagement me semble être une piste aussi intéressante pour les géomètres. D'accord. Alors du coup, quand tu t'intéresses à une friche, par rapport au service attendu, on parlait tout à l'heure du service attendu par le notaire, mais par rapport à l'aménageur pour lequel finalement le géomètre expert va travailler, quelles sont les particularités précises sur lesquelles le géomètre devrait être très attentif pour l'établissement de cette mission? Ouais. Je pense qu'on peut vraiment voir le géomètre comme un chef d'orchestre avec cette vision technique et juridique dont je parlais avant. Pour plusieurs raisons. En fait, on est donc sur un terrain qui, contrairement à un terrain naturel, a une histoire. Donc des bâtiments existants qui peuvent être réutilisés avec des enjeux soit techniques liés à la réutilisation de ces bâtiments, soit ces bâtiments seront démolis, deviennent des ressources pour le futur projet, donc avec une évaluation de ces ressources. Un sol qui en général est un sol qu'on peut qualifier de dur, qui est constitué de remblais ou dans lequel on peut y trouver des résidus de béton, etc. Et donc la cartographie de ce sol dur et les études géotechniques est indispensable si on veut ensuite pouvoir superposer un projet intelligemment. Et d'ailleurs, dans les projets sur lesquels on travaille, nous, souvent la question de comment on pose le projet sur le sol est un enjeu majeur. Est-ce qu'il ne faut pas le poser finalement au-dessus du sol, de manière à ne pas aller creuser dans ce sol dur et complexe. Une autre caractéristique fondamentale de ces friches, c'est bien souvent l'absence de terre végétale. On est sur des sols qui sont qui renferment très peu de biodiversité, peu de terre végétale, et qui donc, quand on veut les aménager, les transformer en logements ou en quartiers mixtes, et qu'on veut faire des jardins, des espaces verts, on est obligé de ramener des matériaux, ramener de la terre, et donc il y a un enjeu matériaux qui est très important là-dessus. Évidemment, des sols pollués, presque toutes les friches sont concernées, avec deux types de pollution, des pollutions qui peuvent être très concentrées à des endroits qui nécessitent d'être purgés, mais aussi des pollutions diffuses un peu partout. Et là, si on veut que l'aménagement de la friche soit possible, il faut faire avec cette pollution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'à un moment donné, on va prendre une friche, purger la totalité des terrains et remettre presque un sol neuf pour réaménager quelque chose de neuf est complètement illusoire, tant du point de vue économique qu'environnemental. Donc on doit faire avec l'existant, tout en respectant les enjeux sanitaires, et ça conduit à, en général, une approche très pluridisciplinaire, complexe, où il faut associer là, toutes ces compétences géotechniques, pollution, écologie, voilà. Donc c'est vraiment alors peut-être un petit point supplémentaire particulier qui est un paradoxe qu'on rencontre de plus en plus aujourd'hui sur les friches, c'est la question de la faune et de la flore. Bien souvent, on est sur des sites qui n'ont pas été touchés pendant plusieurs années, donc une faune et une flore intéressantes s'y est installée. Et il faut aussi faire avec cette faune et cette flore, et finalement on peut être amené à ne pas toucher ou à moins toucher certains secteurs des friches. Et donc on est face à un peu un grand paradoxe, avec des terrains complexes, mais des terrains qui ont aussi des opportunités, tant sur du point de vue de la nature que des matériaux intéressants. D'accord, donc ça fait beaucoup de problématiques finalement à traiter, nous notaires, dans le cadre du plan, mais pour le géomètre c'est effectivement assez large. Donc comment synthétiser toutes ces problématiques à ton niveau, au niveau du travail du géomètre, comment les rassembler, les allier? On est vraiment sur ces contextes de friche dans une affaire de pluridisciplinarité. Là, le géomètre, il doit savoir s'entourer, il n'a pas toutes les compétences, mais il doit jouer ce rôle qu'on attend de lui de chef d'orchestre, je le disais tout à l'heure. Et il a des spécificités qui lui permettent de le faire, parce qu'un géomètre expert, c'est à la fois un ingénieur, donc c'est quelqu'un qui est capable de lire un document technique et de le comprendre, même s'il n'est pas de sa spécialité. Le géomètre expert, il peut récupérer une étude géotechnique ou une étude de pollution,
Et il est capable d'en comprendre les fondamentaux et les enjeux, et donc de mieux les interpréter pour les réinsérer dans le projet. Donc ce côté ingénierie est un élément important. Il a aussi cette vision juridique, comme je le disais tout à l'heure, qui lui permet de bien mesurer l'impact des décisions. Quand on parle de pollution, on parle d'enjeux sanitaires et donc de compatibilité entre une pollution et un usage. Et ben, il faut apprendre à lire cette compatibilité et trouver le bon curseur qui permet de ne pas à la fois trop traiter la pollution et en même temps pas assez. Il faut trouver et donc le géomètre peut être un acteur qui va créer ce dialogue entre les différents partenaires qui vont travailler sur le projet pour essayer de trouver les meilleures solutions. Et puis le géomètre, c'est un homme de terrain. Donc c'est quelqu'un qui va sur place, donc il voit, il renifle les terrains, il les parcourt. L'œil des parties. Exactement. Et donc il peut assembler toutes ces données. On parlait tout à l'heure de SIG, on est vraiment en plein dans ce métier-là de superposition. Voilà. Donc moi, je dirais même que c'est pas le seul, mais c'est un des rares acteurs à marier ces trois compétences. La compétence de terrain, la compétence juridique et la compétence technique au sein d'une même profession. Pour avoir ce regard un peu décloisonné qui permet de prendre les bonnes décisions. Ce qui est sûr, c'est que sur une friche, quand on réfléchit cloisonné, la conclusion générale, c'est que le projet n'est pas faisable. Parce que si on laisse l'expert pollution travailler en premier, ben il va dire il va enlever toute la pollution, puis l'expert géotechnique, il va dire il faut reconstituer des sols, puis l'expert biodiversité, ben on ne peut pas toucher à ça, etc. Donc si on superpose toutes les couches de contraintes, et qu'on ne prend pas la précaution de les assembler pour essayer de trouver un projet intelligent qui superpose et qui fait des contraintes un atout, et c'est possible de le faire, et bien souvent on arrive dans des impasses. Donc ce rôle de chef d'orchestre est vraiment fondamental. Bon voilà, donc ce dialogue vraiment intéressant qui permet de faire ressortir déjà l'intérêt des notaires et des géomètres de travailler ensemble sur ce type de projet, mais qui permet aussi de montrer à quel point finalement le géomètre expert peut s'exprimer sur des projets de cette nature et à quel point il est légitime pour s'exprimer sur des projets de cette nature en faisant ressortir toute la complexité de son métier. Donc ça me semble vraiment très très intéressant et très important d'y aller. Alors ça semble d'autant plus important que vous êtes au courant, vous savez que les lois à venir qui vont intégrer les logiques de zéro artificialisation nette visent à un moment donné à diviser par 2 puis par 3 les surfaces consommées sur les terres naturelles dans les années à venir. Il est évident qu'on va donc se tourner de plus en plus sur les friches et que c'est maintenant qu'il faut augmenter notre savoir-faire sur ces sujets-là. Alors aujourd'hui, il y a déjà des mesures très fortes en faveur du développement des friches, notamment un fonds friche qui a été renforcé ces derniers mois et que vous pouvez activer. Donc le géomètre peut proposer et assister les aménageurs, les promoteurs pour aller chercher ces financements sur des projets opérationnels. C'est maintenant, ça se fait dans les 2 ans qui viennent et dans le cadre du plan de relance, ça a été renforcé. Donc il nous semble que c'est vraiment important d'être au courant de tous ces dispositifs et d'aller encore plus sur ce type de terrain. Et puis voilà, le gisement est énorme. L'ADEME estime qu'il y a en France environ 150 000 hectares de friches. Donc ça vous laisse imaginer le terrain de jeu sur lequel chacun va pouvoir aller dans les années à venir.